Ça, d'accord. Get, attendez, voilà. Ensuite, les évolutions typologiques et culturelles de la période de Koné, les bouleversements de la période de Naya au premier millénaire après Jésus-Christ, et un certain nombre d'éléments qui permettent de comprendre la transition vers des traditions proprement kanaks. Alors, avant de démarrer, je voudrais préciser un point. Euh, Ce que je vais vous présenter ce soir, c'est vraiment strictement archéologique et scientifique. Il y a, il y a aucun affect dans cette présentation. Et donc, c'est à vous, au niveau de votre enseignement, de faire comprendre aux élèves le processus. Ce que j'ai compris de la commande de la présentation de ce soir, c'était réellement de vous donner un certain nombre de clés, d'éléments qui vous permettent de plus facilement faire la transition avec vos élèves entre la période Lapita et puis la période de l'ensemble culturel kanak. Donc, c'est parti. Ça va avancer. Quelqu'un a bloqué? Voilà. Donc, première partie, la transition de la fin de la période Lapita. Alors, il me semble important de résumer très rapidement les caractéristiques de cette période Lapita, qui est la période du premier peuplement avec des sociétés qui ont une partie de leurs racines en Asie du Sud-Est, que ce soit d'un point de vue linguistique, une partie des caractéristiques, qu'elles soient culturelles, de culture matérielle, génétique, qui se mixent et qui s'adaptent en Océanie proche pour faire émerger l'ensemble culturel Lapita. Un des liens les plus marquants avec l'Asie, c'est bien entendu l'aspect linguistique, avec ces groupes austronésiens océaniques et toute une partie, toutes les langues qui sont au sud des îles Salomon sont des langues qui sont classées par les linguistes comme des langues austronésiennes, que ce soit la Mélanésie du Sud, que ce soit la Polynésie et la Micronésie. Ces sociétés de premier peuplement produisent, d'un point de vue archéologique, produisent des poteries extrêmement complexes avec des formes bien particulières et des décors tout à fait spécifiques. Elles ont aussi tout le reste du bagage de la culture matérielle, que ce soit des herminettes, qui sont des herminettes qui ont des formes régionales très caractéristiques, production également d'énormément de parures en coquillage, une partie de ces parures ayant vocation à être échangées entre les différentes communautés, parfois sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres. Et ces échanges, ils se font à travers l'archipel. Ici, vous avez les derniers résultats de nos études sur les dégraissants des poteries Lapita, qui montrent qu'en fait, par exemple, plus de 60% des poteries Lapita qui ont été découvertes à l'île des Pins ont été fabriquées dans la région Puebo d'Iaote. Donc, il y a 3000 ans, en fait, vous aviez des dizaines de poteries qui parcouraient une distance de plus de 450 km pour arriver jusqu'à l'île des Pins. On a également toute une diversité de formes d'âches et de herminettes qui sont fabriquées durant cette période. Certaines de grande taille qui apparaissent être déjà des herminettes de type cérémoniel. Ces herminettes sont avant tout fabriquées dans un type de roche particulier qui s'appelle le greywacke. Et voilà, là vous avez les points, les régions géologiques où on trouve ce greywacke en relation avec les sites Lapita principaux qui ont été fouillés. Vous voyez que c'est la preuve directe que dès le départ, les gens, même s'ils étaient sur des lieux géographiques bien déterminés, en fait, ils circulaient déjà à travers la Grande Terre pour
se procurer de la matière première. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a très rapidement en fait une connaissance et une exploration dans l'ensemble de la Grande Terre et il ne faut pas vous limiter aux petits points de sites individuels. Il faut plutôt imaginer qu'on a affaire à des groupes qui sont vraiment des groupes d'exploration et de découverte et qui rapidement veulent connaître les spécificités de l'archipel qu'ils ont découvert et qu'ils sont les premiers à parcourir. Pour prendre un exemple, pour comprendre ce que ça a dû impliquer, regardez ce que les Européens ils font quand ils arrivent sur des îles. Au bout de quelques semaines, s'ils restent quelques semaines sur une île, la première chose qu'ils veulent faire, c'est rentrer dans l'intérieur des terres. Et là, on a probablement les mêmes types de comportements au bout de quelques mois après l'installation de ces premiers sites. Ce que l'on voit à travers l'archéologie, c'est qu'à la fin de la période de l'Apita, au bout d'environ 250 ans, en fait, on a une première occupation sur toute une partie des bords de mer de l'archipel, avec des habitats qui sont des habitats souvent relativement éphémères, mais qui montrent qu'en 250 ans, la population est déjà passée probablement de quelques dizaines de personnes lors du premier peuplement à probablement déjà plusieurs milliers, et que donc on a un tissu d'habitat et d'occupation à travers la Grande Terre et les bords de mer de l'archipel qui commence à devenir significatif. Certaines de ces installations sont des installations qui se font sur des espaces vierges. Ce que je veux dire par là, c'est que la photo que vous voyez là, c'est un abri sous roche sur la côte nord-ouest de Lifou, à Nadoï-Sissi, en face de la Grande Terre. Et la fouille a montré un remplissage qui fait 2 mètres d'épaisseur. Et ce remplissage, il commence environ vers 850 avant Jésus-Christ, par en fait les premiers foyers, probablement juste pour se réchauffer, pour faire du feu, qui sont allumés dans cet abri sous roche directement sur la dalle. C'est-à-dire que quand les gens sont arrivés il y a 2850 ans dans cet abri sous roche, il n'y avait aucun remplissage préalable. L'abri était vide. Et les 2 mètres d'épaisseur de remplissage que l'on a aujourd'hui d'un point de vue de l'archéologie, en fait, sont 2 mètres de remplissage entièrement anthropique. C'est que des successions de foyers, de fours, de structures de combustion, de remplissage de coquillages, d'ossements de poissons, de tessons de poterie, etc. Cette fin de période Lapita correspond également aux premières identifications archéologiques. Je précise bien archéologiques, c'est-à-dire elles commencent à être assez nombreuses pour que nous, on ait la chance de les identifier. Les premières identifications de l'exploration et de l'installation dans l'intérieur des îles Loyauté. Et quand les gens arrivent dans l'intérieur des îles Loyauté, ils ont un problème de taille, c'est l'accès à l'eau. Il n'y a pas d'eau sur les plateaux. Et du coup, ils vont explorer l'intérieur des grottes. Et les premiers qui rentrent dans certaines de ces grottes, comme par exemple ici, c'est la grotte de Wanaham, de Fetchahe, qui se trouve en dessous de la piste d'aviation. Ils marquent leur passage par ces mains au pochoir avec du charbon. Et ces charbons ont été datés entre 850 et 500 avant Jésus-Christ et sont les plus anciennes traces de la présence physique directe de population à l'intérieur de la Grande Terre, à l'intérieur des îles Loyauté, pardon, correspondant nécessairement à des groupes qui ont une économie agricole, horticole, puisqu'ils sont assez loin de la mer pour ne pas être en capacité de revenir en bord de mer tous les soirs pour aller pêcher leurs poissons. D'un point de vue très typologique,
la fin du Lapita se caractérise par la présence de peaux qui ont de moins en moins de décors pointillés. Ces décors sont de plus en plus ouverts et relativement simples. Et une partie d'entre eux ne sont plus faits avec un peigne artificiel, mais sont réalisés avec simplement un coquillage dentelé. Néanmoins, on a une diversité à partir de là de traditions qui apparaissent suivant les régions. On a beaucoup de zigzags, on a des incisions, on a des formes qui sont plus ou moins carénées. Mais ce qui est évident, c'est qu'à la fin du Lapita, les peaux extrêmement carénées, les poteries extrêmement anguleuses qu'on avait durant la période Lapita disparaissent, de même que disparaissent quasi définitivement les assiettes à fond plat, les coupes sur pied, etc., etc. C'est-à-dire que tout ce qui était ces formes de poterie très rituelles probablement et très complexes au niveau des formes disparaît probablement parce qu'on a une évolution dans les traditions cultuelles qui fait que ces objets-là n'ont plus d'utilité. En 250 ans, les gens qui avaient des besoins de rituels en tant que société de premier peuplement, en fait, ont fait évoluer leurs rituels parce qu'ils sont passés de sociétés de premier peuplement à des sociétés qui s'enracinent à un espace. Voilà, ils ont une dizaine de générations derrière eux, ça commence à faire largement assez pour ne plus se considérer soi-même symboliquement comme des premiers découvreurs. Ce qui fait la transition typologique entre le Lapita et le début de la période de Koné, c'est ces formes anguleuses moins marquées, mais c'est surtout la poursuite des poteries avec impression battoir, les poteries de la tradition de Pottanéan, qui continuent à se perpétuer pendant plusieurs siècles à travers l'archipel et qui démontre qu'il n'y a pas de rupture. On a une évolution, mais pas une rupture marquée telle qu'elle avait été imaginée dans les années 1950 en imaginant qu'on avait un remplacement de population et que les Lapita, ils étaient tous massacrés par des gens qui arrivaient après et qui prenaient leur place. Non, on a très clairement une évolution typologique relativement classique en archéologie qui amène à des transformations dans les formes et dans les décors au fur et à mesure du temps, puisqu'on parle là de plusieurs siècles. On a également, au début de la période de Koné, une évolution dans les formes des haches et des herminettes, mais surtout une évolution dans le type de matériaux. On passe du greywake dont j'avais parlé tout à l'heure à des types de roches qui sont plus facilement accessibles, qui sont des roches métamorphiques plus faciles à travailler, mais qui ont des contraintes techniques qui obligent à faire évoluer les formes typologiques de ces haches et de ces herminettes. Et donc là encore, on n'a pas de rupture, on a une évolution qui est en partie liée à un changement de la matière première par rapport aux haches et aux herminettes. L'arrivée de populations dans l'archipel a pour impact direct un premier impact négatif sur la faune et sur la flore. Sur la faune, on a, vous les connaissez, c'est classique, vous les avez dans tous vos livres, un certain nombre d'animaux relativement gros. Là, vous avez le Sylviornis, avec ici mon collègue australien qui montre une succession d'ossements qui correspondent à la partie
des pattes et qui vous donne une idée de la taille du Sylviornis, qui devait faire environ 30 à 35 kilos, pas loin de 1 mètre au garrot. Les autres, ben, vous les connaissez aussi, le Mecosuchus inexpectatus, cette espèce de gros crocodile, la tortue à cornes, le cagou géant, le notou géant, un petit varan qui devait faire 1 mètre, 1 mètre 20, plus un certain nombre, plein d'autres espèces d'oiseaux. De par la taille de l'archipel calédonien, même si d'un point de vue archéologique, on a sur les sites Lapita l'impression que ces animaux disparaissent très rapidement. En fait, les fouilles qu'on a réalisées à Pindai, dans les abris de Pindai, et qui nous ont permis de découvrir un certain nombre de vestiges de Sylviornis, semblent indiquer que probablement certains de ces animaux ont survécu un certain nombre de siècles après le premier peuplement, et que donc, contrairement à des îles plus petites comme Tonga ou Samoa ou Tahiti, en fait, la disparition de ces animaux ne se fait pas sous une forme de blitzkrieg immédiat, et que certains de ces animaux perdurent pendant un certain nombre de siècles après le premier peuplement. On a également une évolution qu'on peut voir archéologiquement sur certains sites Lapita et post-Lapita, de la taille des coquillages, qui est finalement un processus logique. Les gens ils se sont retrouvés sur des plateaux où personne n'avait jamais ramassé de coquillages avant eux, et donc où les coquillages étaient de très grande taille. Et les premiers coquillages qu'ils ont ramassés, c'était les plus gros. Et puis, ben, au bout de quelques années ou de quelques générations, il ne restait plus que des coquillages de taille normale. On a également l'indication d'une pêche relativement massive de tortues au début du peuplement, qui aboutit probablement à une baisse significative du nombre de tortues présentes. Et en Calédonie, comme partout ailleurs, on sait qu'il y a des rituels très précis sur la pêche de la tortue. Et il est probable que ces rituels ils aient été mis en place afin de garantir la survie des tortues, pour éviter leur extinction, sachant que la tortue, symboliquement, partout dans le Pacifique, a un caractère très particulier, puisque en même temps, elle vit sur Terre et en même temps, elle vit en mer. Et donc, elle fait le lien entre le monde sous-marin, qui est le monde des morts, où vont les âmes, et le monde des vivants. Et donc, c'était juste probablement symboliquement impossible d'imaginer qu'un jour, il n'y ait plus de tortues. Je vais passer très vite sur les oursins crayons aux îles Loyauté, dans les sites, dans les niveaux anciens du premier millénaire avant Jésus-Christ. On a énormément de restes d'oursins crayons, et ces oursins crayons, en fait, à un moment, disparaissent complètement des niveaux archéologiques, probablement pour des raisons de surpêche, là, du coup. Et encore aujourd'hui, il y a relativement peu de ces oursins crayons dans l'entourage des sites qui ont été fouillés. Au niveau de la pêche, les gens arrivent avec des techniques de pêche qui sont relativement complexes, avec des hameçons de forme compliquée. Ils ont des pêches qui sont très, très ciblées. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, au fur et à mesure du temps, ils vont diversifier leurs techniques de pêche, et ils vont de même diversifier les types de poissons qu'ils vont prendre. Et donc, là aussi, on a une évolution au fur et à mesure du temps entre de la pêche spécialisée, l'apita, et puis ce qui apparaît dans un processus d'adaptation au cours des siècles suivants. Alors, une fois que j'ai brossé cette période de transition, on rentre
vraiment dans la période de Koné, qui est la période entre la fin de la période Lapita, autour de 800 avant Jésus-Christ, et puis environ 200 après Jésus-Christ, donc une période qui couvre à peu près un millénaire. Euh, les types de poterie intermédiaires que je vous ai montrés tout à l'heure, en fait, vont progressivement s'organiser en deux traditions différentes. À partir d'environ 500 avant Jésus-Christ, on voit une typologie qui commence à être différente entre ce qu'on a dans la partie nord de la Grande Terre et ce qu'on a dans la partie sud de la Grande Terre. Dans la partie sud de la Grande Terre, on a ces poteries qu'on a appelées pendant longtemps des poteries à chevrons, à cause de ces décors tout à fait spécifiques. Ces poteries sont de bien plus petite taille que les poteries Lapita, parce qu'en moyenne, elles font à peu près entre 25 et 35 centimètres de diamètre, c'est-à-dire qu'elles ont un diamètre qui est quasiment la moitié du diamètre des poteries Lapita. C'est des poteries très solides, c'est des poteries qui sont fabriquées à la plaque, donc c'est des poteries fabriquées avec une technique relativement complexe. Au-delà du décor en chevron, on a toute une série d'autres types de décors, que ce soit des feuilles, que ce soit des impressions au coquillage, que ce soit du pointillé sans créer de motifs, que ce soit des zigzags. Et donc, il faut pas, il faut cette tradition de puin, il ne faut pas l'imaginer comme une tradition qui est une tradition monolithique au niveau des décors. Dans la partie nord de la Grande Terre, ce qu'on voit, c'est une présence et une perduration plus longue de la tradition de Pottanéant comparée au sud de la Grande Terre, mais avec une évolution dans la qualité des impressions des battoirs. On voit à partir d'environ 500 avant Jésus-Christ que ces marques, au lieu d'être très très fines, sont beaucoup plus ouvertes. C'est ce que vous avez à gauche. Et puis, on a le développement de toute une série de décors au cardial, c'est-à-dire utilisant le coquillage, le cardium, le bivalve, ainsi qu'un certain nombre de motifs incisés. Ces motifs au cardial ont été en particulier découverts sur le site de Pindai. Donc, on a proposé d'appeler ça la tradition de Pindai. Et vous voyez que les bords, ici en bas à gauche, passent de bords qui sont plutôt droits et qui sont courbés vers l'extérieur, vers des bords qui deviennent verticaux, avant de créer des poteries qui sont en fait des poteries avec des bords rentrants et donc sans lèvres véritablement apparentes. Cette période, à partir de 800-700 avant Jésus-Christ, est une période où on a les premières indications très claires de feu. Ces feux, ils sont réalisés pour permettre les cultures horticoles, et ils provoquent dans un espace géographique qui n'a pas eu préalablement de feu naturel des glissements de terrain extrêmement importants qui vont ennoyer une partie des plaines alluviales sur la côte est comme sur la côte ouest, et qui vont venir recouvrir les plages des bords de mer, transformant toute une partie des bords de mer en zone plutôt de mangroves, plutôt que d'avoir eu des zones préalablement avec des plages de sable. Ici à gauche, vous avez le puits Eman à Moindou, où a été découvert à un peu plus de 6 mètres de profondeur à un niveau archéologique avec des poteries datées d'il y a environ 2000 ans, qui indiquent qu'en fait, au cours des derniers 2000 ans, le niveau du sol à cet endroit-là a été couvert par plus de 6 mètres de niveau d'alluvion, et que donc, voilà, il y a 2000 ans, les gens ils marchaient 6 mètres plus bas que là où on marche aujourd'hui, ce qui veut dire concrètement que les paysages que vous voyez aujourd'hui sont des paysages qui ont été transformés par l'action de l'homme
et ce n'est pas des paysages originels. Ça vous donne des situations comme ça. Ici, en haut à gauche, vous avez en marron clair le bord de mer autour de, il y a à peu près 3000 ans. Ce que vous voyez en haut de cette image, c'est le village de Koné. Et tout ce que vous avez en bleu, c'est les niveaux de terre qui sont venus couvrir l'estuaire de la rivière Koné au cours des derniers 3000 ans. Sur votre droite, vous avez une image lidar du bord de mer de Wailou sur la côte est. Et vous voyez les deux ronds là, vous regardez bien, vous allez voir plein de traits. En fait, c'est la progression du bord de côte au cours des derniers 3000 ans avec les sédiments qui étaient rejetés par la rivière et qui venaient se déposer au fur et à mesure. Bien entendu, ces indications qu'il y a des bouleversements énormes en bord de mer, c'est l'indication qu'il y a des gens à l'intérieur qui mettent le feu. Et donc, on a dès cette période-là l'installation à l'intérieur des terres de gens qui deviennent des agriculteurs pur jus, même si leurs ancêtres lointains étaient des navigateurs, et qui s'enracinent à des terroirs qui peuvent parfois être à plusieurs dizaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Je reviens aux îles Loyauté pour prendre l'exemple de Tiga, pour vous montrer comment, en fait, le processus d'installation à l'intérieur, même de petites îles comme Tiga fait 5 km de long, c'est une série de plateaux surélevés. Et on a archéologiquement l'indication que une fois que les gens, au bout de 200 ans, ils sont un petit peu enracinés à leur terroir en étant, en étant installés en bord de mer, en fait, ils quittent le bord de mer et ils vont s'installer sur les plateaux. Et en particulier sur le plateau central qui est très riche en guano et qui est donc extrêmement fertile. Comme là aussi, il n'y a pas d'eau, bien entendu, on a en fait découvert que les gens rentrent dans les grottes. Voilà ce que c'est comme paysage, ces grottes. Et en fait, la surface, le sol de ces grottes est couvert de charbon. On a du charbon absolument partout. Et les gens, s'ils rentrent dans les grottes, c'est que ils ont bien compris que l'eau de pluie s'infiltre dans le karst et doit bien ressortir quelque part. Et quand ils rentrent dans ces grottes, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des coulées de silice, ils voient des stalactites. Tout ça, c'est l'action de l'eau. Et donc, les cartographies qu'on a réalisées dans ces grottes, parfois à des distances de plus de 300 mètres de l'entrée, c'est-à-dire que les gens, pendant 300-400 mètres, ils sont avec des torches en feuilles de cocotier et ils sont dans le noir total, ça a permis de faire découvrir plein de structures qui permettaient de récupérer l'eau. Tous les petits points là que vous voyez, c'est en fait des structures dans ces grottes. Voilà à quoi elles ressemblent, ces structures. C'est en fait des petits cairns sur lesquels les gens y mettaient soit des gros coquillages, soit une poterie, soit une calebasse, soit une demi-noix de coco. Et puis, ils attendaient au goutte à goutte qu'elles se remplissent. Eux, ils ressortaient et puis ils revenaient 15 jours plus tard ou un mois plus tard pour récupérer l'eau douce pour pouvoir la ramener à la surface. Certains de ces aménagements sont des aménagements tout à fait étonnants parce que les gens, en fait, ils ont fini par se dire que dans les endroits où l'eau coulait de façon plus régulière, ils allaient aménager des bassins artificiels. Ici, vous avez un bassin artificiel qui a été réalisé peut-être il y a 1500 ans. Et quand ce bassin a été réalisé, en fait, les gens ont compté sur les dépôts de silice naturels pour pouvoir rendre ce bassin hermétique. Et donc, symboliquement, en fait, les gens, quand ils ont créé ce bassin avec des fragments de stalactites cassés, en fait, ils ne l'ont pas créé pour eux, ils l'ont créé pour leurs arrière petits-enfants. Le temps que la silice se dépose et que l'eau
soient en capacité de rester sur le fond. Donc, on a des aménagements qui sont pour certains des aménagements réellement au long cours. C'est dans cette dynamique, ce processus où, au fur et à mesure du 1er siècle avant Jésus-Christ, on a une augmentation naturelle de la population, où on voit, sur, les bords de mer, des occupations de plus en plus, régulières, où on voit, un impact, significatif sur l'intérieur de la Grande Terre, où on voit aux îles Loyauté que, les gens, commencent à s'implanter, sur toute une partie des plateaux. C'est à ce moment-là, vers autour de 200 après Jésus-Christ, premier siècle, les premiers siècles du premier millénaire après Jésus-Christ, que va avoir lieu une évolution qui est une évolution relativement significative un peu partout à travers le Pacifique Sud-Ouest. Ici, vous avez le rond de l'espace Lapita et en vert, les espaces où la poterie arrête d'être fabriquée avant Jésus-Christ, et vous voyez que ça incorpore les îles Loyauté, et en rouge, là où la production de poterie s'arrête après les îles Loyauté. Et vous voyez que, alors que toutes ces sociétés étaient au départ des sociétés céramistes, eh bien, au bout d'un peu plus d'un millénaire, en fait, il reste plus que certains isolats où les gens continuent à fabriquer de la poterie, et d'autres endroits, de nombreux autres endroits où la poterie arrête d'être fabriquée. Probablement, ce premier millénaire est avant tout marqué par un épuisement d'une partie des espaces environnementaux. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que, à force d'être sur une économie agricole, horticole qui fonctionne sur le brûlis, et où donc il faut brûler pour pouvoir cultiver, en fait, à force de brûler, de brûler, de brûler, d'avoir une population qui augmente, et donc avoir de moins en moins de temps entre les différentes périodes de jachère, eh bien, certains espaces finissent par naturellement s'épuiser. Et on voit dans certaines régions, je pense par exemple à Vavuto, là où il y a l'usine, eh bien, toute une partie du premier millénaire après Jésus-Christ, en fait, il n'y a quasiment pas d'occupation. C'est un espace qui est relativement pauvre, et où là, les gens ils finissent par partir. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a dans certaines régions probablement des crises écologiques qui se mettent en place durant la première moitié du premier millénaire après Jésus-Christ. Cette période est une période qui voit également un arrêt extrêmement marqué des relations entre la Grande Terre et les îles Loyauté. À partir d'environ 200 après Jésus-Christ, dans les sites archéologiques fouillés aux îles Loyauté, on n'a quasiment plus d'objets qui viennent de la Grande Terre, que ce soit des haches en pierre, que ce soit de la poterie. On a l'impression que les îles Loyauté se renferment sur elles-mêmes, et je dirais même plus, chacune des îles a l'air de se renfermer sur elle-même. Et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître, qu'on date l'apparition sur le plateau central de Marais de grandes constructions qui sont des constructions mégalithiques avec des murs qui peuvent faire 10 mètres de large, 4 mètres de haut. Ici, vous avez Nakudotite, le mur de Nakudotite, il fait plus de 550 mètres de longueur totale, avec des blocs de kacha, là, de corail fossile, arrachés des parois des falaises à 2 ou 3 kilomètres dans des carrières. Certains de ces blocs, ils peuvent faire jusqu'à 1 tonne. Et on voit très clairement qu'on a affaire là à de la construction monumentale. Et cette construction monumentale, elle est reliée pour la première fois à des traditions orales, à des mythes, qui racontent que en fait, ces constructions ont été faites dans le cadre de compétitions entre chefferies, et que en fait, on a affaire là à
à des structures qui ne sont pas uniquement des structures défensives, mais qui sont également des structures de prestige, de valorisation de prestige du groupe. C'est une caractéristique qu'on connaît très bien ailleurs dans le Pacifique, mais qui a un point qui est important à souligner, c'est que ces compétitions de prestige, elles se font dans des sociétés qui sont des sociétés hautement hiérarchisées, où il y a des vraies hiérarchies sociales, des vraies hiérarchies symboliques. Et en reprenant les traditions orales, on voit bien que alors les traditions orales lient ces sites aux anciennes chefferies Elétoques sur Maré, qui sont présentées comme des chefferies très, très hiérarchisées, où les chefs avaient énormément de pouvoir. Et en fait, le lien entre ces structures et la manière dont les traditions orales expliquent comment fonctionnaient les chefferies Elétoques colle relativement bien. Ce qui veut dire que, en fait, ce qu'on a durant ce premier millénaire, c'est des expérimentations politiques, d'organisation sociale, avec, dans ce cas-ci, par exemple, des organisations sociales qui sont profondément différentes des organisations sociales kanaks traditionnelles du 19e siècle. Et donc, au-delà des changements dans les formes des poteries ou dans les formes de haches, etc., on a également, au cours de la longue histoire pré-européenne du pays, on a également des évolutions dans les organisations sociales, avec des organisations sociales qui ont pu être très différentes les unes des autres suivant les régions. La transformation de l'environnement se fait également sentir aux îles Loyauté. Ici, vous avez un niveau archéologique qui est à plus de 4,50 m sous la dune de Juanono. Juste au-dessus de nous, il y a l'hôtel Jehu Village. Et donc, vous voyez que en fait, cette dune, il y a 1700 ans, elle n'existait pas. Et donc, le paysage que vous voyez aujourd'hui à Juanono, c'est un paysage qui post-date les premières occupations et dans ce cas-ci, est probablement lié à un phénomène associé à un tsunami. Que cette période du premier millénaire après Jésus-Christ ait été dans certaines régions relativement dure nous est démontré par les études d'un certain nombre de squelettes, en particulier là, je pense aux squelettes sur le plateau de La Roche à Marais, qui montrent des indications de sous-nutrition ou de malnutrition de ces personnes durant leur enfance. Et donc, ça vient recouper un certain nombre d'autres données archéologiques qu'on a, indiquant que une partie de cette période du premier millénaire après Jésus-Christ est une période de tension et une période difficile où les gens n'ont pas nécessairement tout le temps assez à manger. Le mégalithisme, on ne l'a pas uniquement sur Marais, on l'a également sur Lifou, on l'a également sur une petite île comme Tiga, où on a retrouvé, même s'ils ont été détruits durant le millénaire suivant, on retrouve les restes de ces murs avec des blocs de plusieurs centaines de kilos montés les uns sur les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur une petite île comme Tiga, au cours du premier millénaire après Jésus-Christ, probablement en lien avec une augmentation de la population, en fait, les gens commencent à s'installer sur des bords de mer relativement marginaux pour la première fois. Et en même temps, on a une utilisation de plus en plus importante des plateaux pour les cultures d'igname principalement. Je vous ai mis cette photo pour vous montrer que ce n'est pas des champs ouverts. Il faut planter entre les blocs de corail. Il faut nettoyer les sols, ce qui fait que, au fur et à mesure, on a des énormes tas de déblais, de tris de champs qui sont réalisés. On a fouillé un certain nombre d'entre eux et on voit une augmentation de la taille de ces blocs au cours du premier millénaire après Jésus-Christ, qui montre qu'il y a
une augmentation de l'occupation de l'espace et cette augmentation entraîne la création de ces enclos qui sont en fait des enclos d'habitat du premier millénaire après Jésus-Christ. Ça ressemble à ça. Une fois qu'on les fouille, on voit qu'il y a des murets autour. Et donc, voilà, sur une île comme Tiga, en fait, le premier millénaire après Jésus-Christ est caractérisé par un isolement relativement important. Il y a très peu d'objets provenant de la Grande Terre durant ce millénaire et surtout par une densification de l'occupation, même vers les zones marginales. Et également, durant ce premier millénaire après Jésus-Christ, qu'est occupée l'île de Walpole, qui, elle, est vraiment très, très marginale. Et là aussi, on a les données archéologiques semblent indiquer qu'on a affaire à une occupation en isolement total. Les gens n'ont pas de contact avec l'extérieur et restent sur Walpole à exploiter le plateau extrêmement fertile pendant un certain nombre de siècles avec très, très peu de relations avec l'extérieur. Ce qui doit ressortir de ça, c'est que ce premier millénaire intermédiaire, cette période de Naya, est une période de crise où les frontières se ferment en fait. Qu'est-ce qu'il en est de la Grande Terre? Bien sûr, la Grande Terre, en fait, on voit l'apparition d'une nouvelle forme de poterie, les poteries de Ploum, des poteries à anse. Les fouilles archéologiques qui ont été réalisées sur Deva, à Bouraï, montrent qu'en fait, il y a une cofabrication entre l'apparition de ces poteries à anse et la fin de la période de fabrication des poteries de Puin, des poteries à chevrons du sud de la Grande Terre. Et donc, on a deux traditions qui se recouvrent partiellement, qui ont un certain nombre de similarités, en particulier les décors. Mais cette perduration et cette apparition est probablement le signe qu'on a au début du premier millénaire après Jésus-Christ, une phase relativement significative d'arrivée de nouveaux groupes, probablement du Vanuatu. Parce que il y a un certain nombre de caractéristiques relativement semblables au niveau des poteries qui sont fabriquées dans le centre du Vanuatu à cette période-là, la fin du Mangaasi avec les poteries à anse. On n'a pas de preuves directes de ces contacts, mais on sait qu'il y a une très grosse explosion volcanique à Ambrim autour de 200 ans après Jésus-Christ, et je soupçonne qu'en fait, on ait un mouvement de population qui soit lié en partie à la catastrophe que représente cette explosion pour les populations du centre du Vanuatu. Mais ça, c'est véritablement un sujet qui mériterait d'être beaucoup mieux étudié dans les années à venir. Bien entendu, sur un espace aussi grand que la moitié sud de la Grande Terre, on a une diversité typologique suivant les endroits. Par exemple, on a des productions d'oreilles plutôt que d'anses dans la région de Bouraï et Moindou, qu'on ne retrouve pas dans la partie sud. On a plus de décors dans la partie incisés dans la partie sud de la Grande Terre que dans la partie centre. Et donc, voilà, la typologie est générale, mais on a une diversité régionale, sachant qu'on a certaines de ces poteries qui sont utilisées comme récipients ou qui sont associées à des sépultures et qui, du coup, montrent que ces poteries n'étaient pas uniquement des poteries utilisées pour faire la cuisine, mais que certaines devaient certainement avoir un rôle rituel. Dans la partie nord de la Grande Terre, on a une évolution du Pindai vers quelque chose qui garde la même forme ovoïde, qui devient plus grand. C'est ce qu'on a appelé les poteries de Balabio. Les fouilles archéologiques qui ont été menées sur cette période du premier millénaire après Jésus-Christ semblent indiquer que
ces poteries avec des bords rentrants sont très peu décorées. On a très, très peu de décors comparativement aux poteries de Pindai de la période précédente et comparativement à ce qu'on a dans la partie sud de la Grande Terre. Donc, on a vraiment vous voyez que ces pots, ils ont au niveau typologique rien à voir avec les poteries de Plume, les poteries à anse. Et donc là, on a vraiment une différence culturelle à cette période-là qui est extrêmement marquée entre la partie nord et la partie sud de la Grande Terre. On a également des évolutions dans les formes et une diversification dans les formes de haches et d'herminettes. Et un certain nombre de données de fouilles semblent indiquer que durant ce premier millénaire, en fait, il y a le développement de formes de parures qui sont probablement pour certaines des monnaies, au sens qu'on utilise de la monnaie kanak, qui sont en fait des colliers de petites perles percées. C'est ce que vous avez tout en bas sur votre droite. On a trouvé un certain nombre de concentrations de ces monnaies. Et si certains d'entre vous connaissent peut-être les monnaies de coquillages extrêmement grandes, extrêmement étendues, sur le même principe qu'on a aux îles Salomon. Et donc, probablement au premier millénaire après Jésus-Christ, une partie des monnaies traditionnelles, des monnaies symboliques, ne sont pas encore les monnaies kanak telles qu'on les connaît, mais sont ces monnaies en collier qui sont des successions de petites perles plates percées artificiellement. Toute une partie de l'occupation durant cette période reste une occupation qui est temporellement discontinue. Je veux dire par là que les gens ne sont pas enracinés encore à des tiroirs extrêmement stricts. Et je vais vous montrer ce que ça représente sur le bord de mer de Deva, c'était la photo précédente. Ici, vous avez donc la dune de bord de mer, les dunes de bord de mer, avec le bord de mer qui est en bas à gauche. Là, en bleu, vous avez là où était la dune il y a 2800 ans, quand les premiers hommes sont arrivés à Deva. C'est-à-dire que le bord de mer, il était à peu près 300 mètres à l'arrière de là où il est aujourd'hui. 1000 ans plus tard, il est là. Encore 1000 ans plus tard, il est là. C'est-à-dire que vous avez une évolution du bord de mer au fur et à mesure des siècles, et les gens, en fait, sont en semi-nomadisme pour éviter d'épuiser la ressource côtière sur le récif, et donc vont se déplacer à chaque fois qu'ils reviennent à un endroit, ils vont se déplacer le plus proche du bord de mer, et donc ça a créé sur Deva une situation exceptionnelle d'avoir, au lieu d'avoir une stratigraphie verticale, en fait, on a une stratigraphie horizontale. Et on suit les périodisations grâce à ces poteries. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a ouvert des dizaines de milliers de mètres carrés sur Deva, mais on n'a trouvé aucun fond de case. On a trouvé des trous de poteaux, mais on n'a trouvé aucun emplacement où il y avait véritablement une case entière qui avait été construite, indiquant, et c'est ce qu'on voit à travers les autres données archéologiques, que en fait, les gens y vivent dans des cabanes. Ils ne vivent pas encore dans des cases. Et ils se déplacent régulièrement, probablement tous les quelques mois, afin d'éviter de surpêcher en face de leur habitat et d'épuiser la ressource. Et donc, ben, voilà, ici, vous avez un exemple où vous avez un trou de poteau avec aucun trou de poteau autour. Et puis, 50 ans ou 60 ans plus tard, les gens, quand ils sont revenus, ils ont fait un four pour faire un bougnat au-dessus du trou de poteau, sans savoir qu'en fait, leur ancêtre, il avait construit sa cabane à cet endroit-là. Une des caractéristiques principales du premier millénaire après Jésus-Christ sur Deva, c'est qu'au fur et à mesure des siècles, on voit une augmentation du nombre de sépultures, indiquant qu'au fur et à mesure des siècles, la population augmente mathématiquement, avec des traditions de sépulture qui sont relativement variées.
mais qui vont jusqu'à la fin du premier millénaire après Jésus-Christ. Ce premier millénaire, à l'arrière du bord de mer d'Eva, est aussi caractérisé par les premières installations sur les collines. On a à peu près 6-7 km. Ici, vous avez une fouille en cours. Le niveau le plus ancien de cette fouille, il est daté d'environ 800 après Jésus-Christ, indiquant qu'avant même la période traditionnelle kanak, on a déjà des gens qui cultivent là-haut sur les collines et qui probablement sont avec des habitats qui bougent relativement régulièrement en fonction de la localisation de leurs champs. C'est également durant cette période que se fait probablement le développement important de pétroglyphes. Certains des pétroglyphes ont été découverts à plusieurs mètres de profondeur, indiquant que certains pétroglyphes sont véritablement très anciens. Et les études statistiques montrent qu'une partie de ces pétroglyphes, et je précise bien, c'est une partie de ces pétroglyphes, sont localisés à des endroits clés de l'espace, sur les bords de rivières, sur les limites de cours d'eau, sur les lignes de crête, semblant indiquer que certains de ces pétroglyphes avaient probablement un rôle de marquage territorial qui pourrait se comprendre si, durant ce premier millénaire après Jésus-Christ, on commence à avoir des tensions sur les espaces fonciers. Je vais passer ça parce que je suis déjà en retard. Vous voyez donc que cette période la période de Naya est une période intermédiaire parce que c'est une période de crise. C'est une période où les systèmes anciens héritaient de la période de Koné, héritaient des premiers peuplements, les brûlis, les explorations, l'utilisation de l'espace, etc., à cause d'une augmentation de la population, entre autres, à cause de l'épuisement d'une partie des sols, en fait, ça ne fonctionne plus. Et donc, on va voir durant la deuxième moitié du premier millénaire après Jésus-Christ un processus qui va être un processus lent d'essayer de trouver des solutions aux problèmes inhérents à des systèmes économiques qui sont basés, d'un point de vue agricole, sur le brûlis. Cette période est une période où les lessivages de terrain continuent, mais finissent par se stabiliser. Et donc, les sols commencent à finalement être des sols qui sont, pour les zones de bord de mer, propres aux cultures agricoles. Ici, à gauche, vous avez le bord de mer de Vavuto il y a 3000 ans et le bord de mer à Vavuto il y a 1000 ans. Vous voyez qu'on est passé d'un îlot à un espace de plaine qui commence à devenir utilisable. Alors, que racontent les traditions orales sur l'apparition des techniques horticoles extrêmement complexes? Alors, je ne vais pas pouvoir lire ce texte parce que vous me cachez la moitié du texte. Mais pour résumer, en fait, le pasteur Lénart, en présentant les terrasses de Taraudière et leur création, parle des Panyamanya, les anciens habitants de la région de Wailou, qui en fait bricolent pour essayer de trouver les techniques et pendant longtemps n'arrivent pas à trouver les bons moyens. Ça indique que ces techniques se sont mises en place assez tardivement pour que, au début du XXe siècle, le souvenir de leur création soit encore dans un certain nombre de mémoires. Et ça correspond bien à ce qu'on a d'un point de vue archéologique, parce que d'un point de vue archéologique, les plus anciennes traces de début de ces cultures en terrasse humide remontent autour de 800 ans après Jésus-Christ, c'est-à-dire un millénaire avant les premiers contacts européens. Cette photo, elle vous résume quel est l'intérêt. L'intérêt, c'est au lieu de planter 3 tarots sur le bord d'un cric, vous avez une culture artificielle qui vous démultiplie vos rendements, que vous pouvez contrôler, mais qui oblige un travail collectif
pour pouvoir dévier les criques, faire les canalisations, créer ces espaces de plateformes de taraudière qui, bon, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas, voilà, qui vont se décliner sous plein de formes différentes, à flanc de colline, sur des espaces plats, sur des espaces de marécage. Et donc, on va avoir une diversité de ces techniques, mais avec toujours le même principe qui est de capter l'eau dans un cric et de faire circuler l'eau à travers des terrasses humides. Si vous y réfléchissez bien, on a la même idée d'intensification et de rationalisation de la fertilité du sol pour les billons d'igname. Qu'est-ce que c'est? C'est on va gratter le sol peu épais, on va en faire une butte. Cette butte, on va la préparer pour qu'elle soit très aérée. Et dans cette butte, au sommet, on va planter la tête d'igname afin qu'elle puisse se développer et finir au bout de 9 mois par donner une igname de parfois plusieurs dizaines de kilos. Alors que si vous la plantez dans une couche de sol qui est peu épaisse, en fait, elle va faire une igname de bien plus petite taille. Là aussi, le travail dépend de l'espace et est un travail, encore une fois, collectif entre les hommes et les femmes et nécessite qu'on dépasse un travail qui est familial. Pour faire des grands billons, on ne peut pas avoir juste papa, maman et les 2 enfants. On doit élargir aux cousins, cousines, tontons, etc. Et donc, on va, par nécessité, en fait, passer d'une société qui est une société à formation nucléaire à une société qui est une société de type tribal, suprafamiliale. Et c'est autour de l'an 1000 que, archéologiquement, on voit la bascule. Parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à voir apparaître dans le sud, en remplacement des poteries de Ploum à Anse, on voit les poteries de Néra. Vous voyez que ces poteries, elles sont beaucoup plus ovoïdes, elles sont beaucoup plus fines. Et dans le nord, on voit apparaître les poteries de la tradition d'Unjo, qui sont connues dans la littérature ethnographique et appelées les marmites kanak. Et c'est ces poteries qui apparaissent vers 1000 après Jésus-Christ, qui en fait perdurent typologiquement, même en évoluant un peu, qui perdurent jusqu'à l'arrivée des Européens et qui marquent de façon la plus simple possible l'apparition de l'ensemble culturel kanak, traditionnel kanak, qui voit, parce que les gens ils mettent en place ces grands ensembles de taraudières au fur et à mesure et ces grands billons, ça provoque un enracinement des sociétés à des terroirs bien spécifiques, ce qui fait que les gens, ils mettent de l'énergie à construire des villages, des hameaux, ils construisent des tertres surélevés pour pouvoir éviter la remontée d'humidité et sur ces tertres, ils construisent des cases qui sont des cases qui, avec leur poteau central et leur forme de ruche, permettent de résister aux forces destructives des cyclones. Et donc, on voit au fur et à mesure se mettre en place un ensemble qui est un ensemble typiquement kanak. Et encore une fois, vous voyez que ça se fait sur une évolution et non pas un remplacement brutal à cause de l'arrivée de gens de l'extérieur qui imposent leur civilisation. Ce qui fait d'ailleurs que cette tradition de la case ronde avec un poteau central, vous ne la trouvez pas à Fidji, vous ne la trouvez pas au Vanuatu, vous ne la trouvez pas en Polynésie occidentale, c'est vraiment spécifiquement kanak. Ce deuxième millénaire, c'est celui où vont s'enraciner définitivement les espaces linguistiques, c'est celui où la réouverture des îles Loyauté, la remise en place de nouveaux axes d'échange va nécessiter la création de nouveaux objets symboliques, que ce soit la hache ostensoir, qui n'existe pas avant, que ce soit les monnaies kanak avec toutes ces petites panglocs que l'on voit apparaître dans les fouilles archéologiques uniquement
après 1000 ans après Jésus-Christ. Et puis, tout ce demi-millénaire-là, avant l'arrivée des Européens, va transformer les paysages, va intensifier l'occupation de l'espace pour aboutir à des paysages comme celui-là. Et ça, c'est la fin de ma présentation. Du coup, voilà, j'ai un peu dépassé mon temps, oui, même beaucoup dépassé mon temps. En conclusion, ce que je voulais souligner, c'est que pendant très longtemps, la présentation de l'histoire ancienne du pays calédonien, elle se faisait avant tout par rapport aux transformations des formes des poteries. Vous voyez que je n'ai pas éliminé la transformation des formes des poteries parce que ça nous garde un fil conducteur qui est un fil conducteur facile et logique. Mais vous voyez que ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'on a des impacts humains sur l'environnement, on a des évolutions liées à des changements démographiques, on a des transformations qui sont associées à des expérimentations politiques, sociales, symboliques, on a des inventions de nouvelles techniques agricoles qui font que résumer la période ancienne juste à des évolutions dans les formes des poteries, c'est en fait extrêmement réducteur. Et donc, j'espère avoir un petit peu éclairci combien, durant cette période finalement extrêmement longue de quasiment 1800 ans, entre la fin du Lapita et l'émergence des premiers signes clairs archéologiquement de l'ensemble culturel traditionnel kanak, on a en fait des événements et des bouleversements et des évolutions et des dynamiques qui sont extrêmement significatives. Voilà, j'ai terminé. Ciao quoi.